dire ça. Bienvenue à chacun, chacune d'entre vous. Je me présente, mon nom c'est Patricia Corriveau. Je suis chargée de projet chez Evol depuis bientôt 5 ans. J'ai occupé divers mandats là, au sein de l'organisation. Evol, qui était anciennement peut-être ça va vous dire quelque chose de peut-être plus grand, mais qui est anciennement Femmes et Sœurs. On a fait la transition il y a 1 an et quelques mois déjà vers Evol. Donc, pour ma part, je travaille en entrepreneuriat depuis maintenant un petit peu plus de 12 ans. Donc, j'ai gravité et je gravite toujours dans ce merveilleux monde-là. J'ai une admiration très, très grande pour les entrepreneurs et les gens aussi qui travaillent dans ce milieu-là. Donc, c'est toujours un plaisir de participer à des formations comme celle d'aujourd'hui, puis avoir la chance de vous rencontrer. Je le disais d'entrée de jeu, en fait, Evol, plus spécifiquement, j'ai envie de vous faire juste un petit clin d'œil à qui l'on est, parce que peut-être que parmi vous, il y en a qui nous connaissent déjà, mais peut-être que d'autres pas du tout. Donc, Evol, c'est une organisation qui fait du financement accompagné pour les entrepreneurs qui sont issus de la diversité, et on inclut là-dedans, bien entendu, les femmes. Avant, Femmes et Sœurs, c'était une organisation qui se dédiait uniquement aux femmes entrepreneurs. Maintenant, c'est ça, on a élargi notre offre de service et on s'adresse aussi à tous les entrepreneurs ici de la grande diversité. Et je le disais, on fait du financement, bien entendu, mais du financement accompagné. C'est ce qui fait notre distinction, j'oserais le dire, versus peut-être toutes les autres organisations de financement. Donc, quand on accueille un entrepreneur chez nous, on en prend soin et on s'assure que du début jusqu'à la fin, qu'il va travailler avec nous, bien, on va mettre alentour de lui les bonnes personnes pour l'accompagner, les bons outils pour le faire, puis s'assurer qu'ensemble, on connaisse un succès, parce que votre succès, ça devient notre succès et vice-versa. Donc, voilà, je vous invite, je pourrais vous parler des vols là, pendant au moins 3 ans, mais je ne vais pas faire ça. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vous inviter peut-être à aller visiter notre site Internet. Vous allez voir là, c'est vraiment très, très complet. Il y a plein d'outils justement d'accompagnement qui sont là et disponibles pour tous les entrepreneurs du Québec. Donc, je vous invite à le faire. Et bien entendu, si vous souhaitez avoir un petit peu plus d'informations, vous revenez vers nous. Ça va nous faire un très, très grand plaisir. Sinon, aujourd'hui, on a la chance d'être avec Madame Mylène Goyette, puis on a aussi René Lebel qui est avec nous de l'Ordre des CPA. Quand on parle d'accompagnement, c'est aussi une façon qu'on a, nous, d'accompagner, c'est-à-dire de choisir des formations avec des partenaires avec qui, justement, on établit des liens qui répondent aux besoins des entrepreneurs. Avec l'Ordre des CPA, ça fait déjà quelques années qu'on a ce partenariat-là qui fonctionne très, très bien. L'Ordre des CPA a trouvé une formule exceptionnelle par l'entremise de ces 20 minutes CPA pour aborder des sujets. On n'ira pas, bien entendu, vous allez comprendre qu'on n'ira pas en grande profondeur. Ce n'est pas comme ça on faisait un atelier de 4 heures ensemble, mais quand même, minimalement, ça met de très, très bonnes bases. Et bien entendu, encore une fois, si suite à cette formation-là, vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez revenir vers nous. Ça va nous faire plaisir d'adresser vos questions et de vous mettre en lien justement avec les gens de chez CPA. Je vais laisser de toute façon Mylène se présenter dans les prochaines minutes. Moi, j'aime toujours ça. Elle va le faire beaucoup mieux que si moi, je lisais sa propre biographie. Donc, mais j'avais envie de vous donner juste quelques petites règles ou pas des règles, mais des petites informations plus logistiques. Donc, on a une formation aujourd'hui qui devrait durer environ entre 30 et 40 minutes. Bien entendu, ça va laisser un bon 15-20 minutes pour une période de questions. En ce qui concerne les questions, on vous invite à les adresser directement dans le chat si vous le souhaitez. Peut-être nous indiquer, parce que Mylène est très ouverte à répondre au fur et à mesure à vos questions. Par contre, si vous pensez que c'est des questions qui demandent peut-être un petit peu plus de précision, simplement nous l'indiquer, on pourra l'adresser à la fin si c'est possible. Puis sinon, c'est ma collègue Joanie qui va pouvoir adresser vos questions à Mylène et qui vous invitera à vous démuter si on a besoin d'un petit peu plus de précision là, en lien avec votre question. Je l'ai déjà dit, on vous invite, pour ceux et celles qui le désirent, à ouvrir vos caméras et fermer vos micros parce que c'est toujours intéressant là, pour Mylène de pouvoir justement s'adresser, voir un peu les gens, leurs réactions. Bien entendu, la formation d'aujourd'hui, elle est enregistrée, donc elle sera disponible. Je vous dirais, vous allez recevoir le lien là, probablement cette semaine. Donc, vous allez pouvoir la réécouter par la suite si vous voulez revoir certaines notions. Vous allez avoir le lien, vous n'avez rien à faire, ça sera envoyé automatiquement. Et
je pense que j'ai tout dit. Alors voilà, Mylène, je vous laisse vous présenter. À tous et à toutes, je vous souhaite une excellente heure avec nous et une très, très bonne formation. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Ça fonctionne bien, parfait, super. Donc, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour discuter de fiscalité des petites et moyennes entreprises. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Mylène Goyette. Je suis CPA, puis j'ai un diplôme d'études spécialisées en fiscalité, là. Donc, moi, dans ma pratique, je me suis vraiment spécialisée en fiscalité, autant des particuliers, des sociétés, tous les types de fiscalité, là, je me suis spécialisée là-dedans. Je travaille depuis maintenant 14 ans en cabinet comptable. Donc, moi, ma clientèle, c'est vraiment des entrepreneurs, c'est vraiment des petites, moyennes entreprises. Donc, je suis à même de constater les défis, les enjeux au niveau fiscal que rencontrent les entrepreneurs. Puis, c'est ce qu'on va essayer de couvrir ensemble aujourd'hui pendant la présentation. On va traiter des principaux sujets qui concernent les entrepreneurs, les petites, moyennes entreprises au niveau de la fiscalité, donc vraiment au niveau de l'impôt. Donc, aujourd'hui, on va avoir le temps de traiter ensemble 3 sujets. On va scinder la présentation en 3 sujets. On va commencer par distinguer la fiscalité de l'emploi de la fiscalité de l'entreprise. Là, vous pensez peut-être que c'est très simple la différence entre les deux, mais on va se rappeler les différences qui existent entre un employé puis un travailleur autonome, puis on va se rappeler pourquoi c'est important de bien les comprendre, ces différences-là. On va parler ensuite de ça, de l'exploitation d'une entreprise par le biais d'une société par action. On va discuter des règles fiscales qui s'appliquent lorsqu'on exploite notre entreprise par le biais d'une société par action. Puis pour terminer, on va terminer avec quelques éléments administratifs à retenir, donc des dates limites, des formulaires à produire, parce qu'on sait on a des éléments administratifs à respecter quand on exploite une entreprise. Donc, c'est les 3 sujets dont on va traiter ensemble aujourd'hui pendant la présentation. Puis, comme on le disait, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, ça me fait plaisir d'y répondre. On va commencer avec le premier sujet à traiter ensemble. On va s'attarder à la différence entre la fiscalité de l'emploi et la fiscalité de l'entreprise. Si on commence par traiter de la fiscalité de l'emploi, un employé, on le sait, le revenu qui est gagné par un employé, c'est un salaire. Ce salaire-là, il est reçu de la part de son employeur, de son donneur d'ouvrage. Puis, ben, son salaire à l'employé, ben, en fin d'année, on reçoit un T4, un relevé 1. Vous êtes peut-être dans cette situation-là, là, vous émettez des T4 ou vous recevez des T4 présentement, mais notre revenu d'emploi, il est mentionné sur notre T4, notre relevé 1 en fin d'année. Puis, c'est ce feuillet-là qui va nous servir à produire nos déclarations d'impôts quand on est un employé. L'employé n'a pas à s'occuper des remises de retenue à la source de son côté. Hein. Vous le savez, l'employé, sur son salaire, il y a du régime des rentes du Québec, du régime québécois d'assurance parentale, de l'assurance emploi. Il y a des impôts qui sont retenus directement sur son salaire. Puis l'employé, lui, reçoit le net du montant qui lui reste. C'est son employeur qui est obligé de remettre les retenues à la source à Revenu Québec, Revenu Canada de façon mensuelle, trimestrielle, dépendamment là, de la fréquence des remises de retenue à la source. Mais le fardeau des remises de retenue à la source, quand on est un employé, revient à notre employeur et non de notre côté à nous en tant qu'employé. Un autre élément, quand on est un employé plutôt qu'un travailleur autonome, bien, si notre seul revenu, c'est un revenu d'emploi, bien, le revenu d'emploi, ce n'est pas une fourniture qui est taxable. Hein? Donc, le revenu d'emploi, si c'est notre seul revenu, normalement, on n'aurait pas nécessairement besoin de s'inscrire à la TPS, la TVQ, puis de facturer cette TPS, TVQ-là sur notre revenu d'emploi qui, lui, n'est pas taxable. Un autre élément important, quand on est un employé, bien, des fois, on pourrait vouloir déduire certaines dépenses. Des fois, on se dit, bien, moi, je suis un employé, mais pour mon emploi, j'ai besoin d'engager des frais de déplacement, j'ai besoin d'utiliser un bureau à la maison. Il faut savoir que les employés vont pouvoir déduire certaines dépenses, mais les dépenses qui vont pouvoir être déduites par un employé sont beaucoup plus limitées que les dépenses qui vont pouvoir être déduites par un travailleur autonome. De la façon que ça fonctionne, c'est que dans la loi de l'impôt, il y a des dépenses qui sont spécifiquement prévues comme étant déductibles pour l'employé. Puis si la dépense que l'employé veut déduire n'est pas prévue comme étant déductible pour un employé, bien, elle ne sera tout simplement pas déductible, cette dépense-là. Donc, on va voir ensemble quelles sont grosso modo les dépenses qu'un employé pourrait déduire, mais on est limité quand on est un employé dans les dépenses qu'on va pouvoir déduire à l'encontre de notre revenu d'emploi. Parlons-en justement maintenant des dépenses qu'on peut déduire quand on est un employé.
Évidemment, il faut respecter certaines conditions pour pouvoir déduire des dépenses à l'encontre de notre revenu d'emploi. Les 3 conditions qu'on a à respecter sont sur l'acétate. Premièrement, il faut que ce soit une condition à notre emploi d'engager ces dépenses-là. Donc, il faut que ce soit conclu avec notre employeur que, par exemple, ben, je vais avoir à utiliser mon propre véhicule pour des déplacements à des fins d'emploi. Donc, on a besoin d'engager ces dépenses-là, puis c'est conclu avec notre employeur, puis c'est peut-être même écrit dans notre contrat d'emploi qu'on aura besoin d'engager ces dépenses-là. Évidemment, pour pouvoir déduire des dépenses, donc déduire des dépenses, ça veut dire qu'on va diminuer notre revenu d'emploi de ces dépenses-là. Bien, il ne faut pas avoir été remboursé ou avoir reçu une allocation pour ces dépenses-là. À partir du moment où on est remboursé, on ne les a pas assumées nous-mêmes, ces dépenses-là, donc on ne pourra pas les déduire. Mais si on n'a pas reçu d'allocation ni de remboursement, on pourrait on pourrait déduire des dépenses là, potentiellement. Dernier critère à respecter, si on est un employé et qu'on veut déduire certaines dépenses à l'encontre de notre revenu d'emploi, notre employeur doit nous remettre 2 formulaires, le formulaire T2200 qui est le formulaire du fédéral, puis le formulaire TP64.3 qui est le formulaire du Québec. Ces formulaires-là, en fait, viennent attester que l'employé a à engager des dépenses dans le cadre de son emploi. C'est des formulaires qui sont signés par l'employeur. Donc, si vous êtes un employeur, vous pouvez avoir à produire ces formulaires-là pour vos employés qui ont à engager des dépenses. Ces formulaires-là viennent attester que l'employeur n'a pas remboursé son employé pour les dépenses d'emploi également. Donc, il faut remplir ces conditions-là comme employé pour pouvoir déduire des dépenses d'emploi. Donc, à la base, si moi, je n'ai pas besoin d'engager des dépenses dans mon emploi, je ne déduirai aucune dépense d'emploi. Puis, si je n'ai pas mes formulaires remplis par mon employeur, je ne pourrai pas déduire mes dépenses d'emploi non plus. Les dépenses qu'un employé va pouvoir déduire normalement à l'encontre de son revenu d'emploi, elles sont très limitées. Hein? On l'a dit tantôt, c'est des dépenses qui sont prévues dans la loi, puis si la dépense n'est pas prévue dans la loi, elle n'est pas déductible par l'employé. Vous avez la série de dépenses, grosso modo, qui sont déductibles normalement pour un employé. Donc, certains frais de déplacement vont pouvoir être déduits par un employé quand l'employé a à se déplacer à l'extérieur de son lieu de travail habituel pour faire son travail. Donc, quand j'ai besoin d'aller chez des clients, je pourrais déduire, par exemple, des aliments, des boissons, des frais d'hébergement si j'ai à me déplacer à l'extérieur de mon lieu de travail. L'employé va pouvoir déduire certaines dépenses de véhicule quand il va avoir à utiliser son véhicule personnel pour son emploi. On pourrait déduire aussi, dans le cas d'un employé, un bureau à domicile. Un bureau à domicile, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'on travaille de la maison. Puis, ben, en travaillant de la maison, on va calculer la superficie qu'on utilise à la maison pour le travail, pour l'emploi. Puis, bon, bien, la proportion des dépenses liées à la maison, calculée en proportion de la superficie de notre bureau, là, serait déductible contre notre revenu d'emploi. L'employé va pouvoir déduire ses cotisations professionnelles, ses cotisations syndicales également. Puis, dans le cas de certains emplois particuliers, bien, les gens de métier vont pouvoir déduire le coût de certains outils, par exemple. On a des dépenses plus spécifiques, mais grosso modo, l'employé va être limité à ces dépenses-là qui sont prévues dans la loi. Si la dépense n'est pas prévue dans la loi, l'employé ne peut pas déduire cette dépense-là. Maintenant, si on parle de la fiscalité de l'entreprise, la fiscalité de l'entreprise, la fiscalité du travailleur autonome. La fiscalité de l'entreprise, au niveau du travailleur autonome, c'est le travailleur autonome lui-même qui va calculer son revenu d'entreprise en fin d'année au moment de préparer ses déclarations fiscales. Hein. On est peut-être là-dedans présentement. Là. Le revenu d'entreprise du travailleur autonome, le travailleur autonome pourrait recevoir un T4A de ses donneurs d'ouvrage, lui mentionnant les honoraires qui ont été versés. Mais grosso modo, c'est au travailleur autonome que revient la responsabilité de calculer ses revenus d'entreprise, moins ses dépenses, puis de s'imposer sur ces revenus-là en fin d'année. C'est au travailleur autonome que revient la responsabilité aussi de cotiser aux différents régimes sociaux comme le RRQ, Régime des rentes du Québec, le Régime québécois d'assurance-emploi, le Fonds de services de santé au niveau du Québec. Ces cotisations-là vont se faire directement dans les déclarations fiscales du particulier en fin d'année. Donc, ces cotisations-là, il faut les prévoir quand on est un travailleur autonome parce qu'elles ne sont pas retenues toute l'année sur notre revenu d'entreprise. Puis des fois, bien, ça nous crée des soldes à payer assez importants en fin d'année quand on produit nos déclarations fiscales. Autre élément, oui. Liliane, je vais avoir une Oui, petite question justement, peut-être avant parfait. qu'on aille un peu
plus loin. Dans le chat, on avait Véronique qui disait, est-ce que ces déductions doivent être indiquées sur les documents? Donc, même moi, je ne sais même pas comment le prononcer. T2200, donc T220 et TP64.3. Ou est-ce que c'est l'employé qui indique ses coûts dans ses taxes? C'est une excellente question. Quand on regarde les formulaires T2200 puis le TP64.3, il y a un endroit où l'employeur répond à la question, bon, ben, est-ce que l'employé a été obligé d'utiliser son véhicule? Est-ce que l'employé a utilisé un bureau à domicile? Quand l'employé a utilisé un véhicule, l'employeur, lui, va préciser, est-ce que l'employeur a donné une allocation kilométrage pour rembourser l'employé? Mais à partir de là, c'est l'employé qui calcule ses propres dépenses de véhicule. C'est la même chose pour le bureau à domicile. Bureau à domicile, dans le formulaire, l'employeur va mentionner est-ce que l'employé a besoin d'un bureau à domicile? Puis à partir de là, ben, si la réponse est oui, c'est l'employé qui calcule lui-même ses dépenses de bureau à domicile. Fait que les formulaires T2200 puis TP64.3 pour l'employeur, là, ça ne devrait pas inclure de calculs laborieux là, de frais à déduire. C'est vraiment à l'employé que revient cette tâche-là. C'est une excellente question. Merci, Mylène. Autre élément au niveau du revenu d'entreprise, autre obligation qui peut être à assumer par le travailleur autonome, bien, vous savez, on a des obligations au niveau de l'inscription à la TPS-TVQ. L'inscription à la TPS-TVQ, un revenu d'entreprise, contrairement au revenu d'emploi, le revenu d'entreprise, ça peut être une fourniture taxable. Puis si c'est une fourniture taxable, on est tenu de s'inscrire à la TPS-TVQ, de facturer la TPS-TVQ à nos clients, puis de remettre la TPS-TVQ à Revenu Québec là, de façon trimestrielle, mensuelle ou annuelle. Puis ça, on va y revenir là, aux obligations en TPS-TVQ à la fin de la présentation. Autre différence majeure entre la fiscalité de l'emploi et la fiscalité de l'entreprise, c'est au niveau des dépenses qui seront déductibles par un travailleur autonome versus les dépenses déductibles par un employé. Un employé, on l'a dit, on est très, très limité dans les dépenses qu'on peut déduire. On peut déduire juste ce qui est prévu dans la loi. Le travailleur autonome, lui, il va pouvoir déduire toutes les dépenses qu'il aura engagées pour gagner son revenu d'entreprise. Quand on engage une dépense, il faut se poser la question, est-ce que j'ai engagé cette dépense-là pour gagner un revenu d'entreprise? Si oui, ce sera une dépense déductible. Voyez-vous que la largeur là, des dépenses déductibles est beaucoup plus grande au niveau du travailleur autonome qu'au niveau de l'employé. Donc, c'est une différence qui est super importante. Là, vous dites, on a parlé de la fiscalité de l'emploi, de la fiscalité d'entreprise, mais en fait, c'est important pour qui? Qu'est-ce que ça change? Moi, si je suis un employé, est-ce que je pourrais décider de me considérer comme un travailleur autonome? Ça semble beaucoup plus intéressant au niveau des dépenses et tout. Il faut faire attention. Il faut faire attention aux employés qui sont déguisés en travailleurs autonomes. Hein? Puis cette distinction-là, elle est importante autant pour le donneur d'ouvrage que pour le travailleur. Voyez-vous que si je suis un travailleur qui me considère à tort comme un travailleur autonome, bien, si je me considère à tort comme un travailleur autonome puis que je suis plutôt un employé, voyez-vous que je vais avoir déduit trop de dépenses. Je vais avoir déduit des dépenses que je n'ai pas le droit de déduire quand je suis un employé. Je vais avoir cotisé à mes régimes, mais moi-même en fin d'année. La grosse différence au niveau des dépenses qu'on aurait déduit en trop. Pour le donneur d'ouvrage, si je fais affaire avec un employé qui est déguisé en travailleur autonome puis que je le traite comme travailleur autonome, bien, voyez-vous que je n'aurais pas fait les retenues à la source que j'aurais dû faire. Le RRQ, le RQAP, le FSS, c'est moi qui aurais dû les retenir puis les assumer, les remettre à Revenu Québec, Revenu Canada, puis je n'aurais pas rempli cette obligation-là. Donc, c'est vraiment important de bien distinguer quand on est un donneur d'ouvrage, on est face à quel travailleur, puis quand on est un travailleur, est-ce qu'on est un employé ou un travailleur autonome? On a des critères qui ont été établis au fil du temps pour nous permettre de bien déterminer comment on fait pour savoir est-ce que je suis un employé ou un travailleur autonome. Puis, le critère le plus important à regarder, c'est la subordination et le contrôle que le donneur d'ouvrage exerce sur le travailleur. C'est-à-dire qu'on va regarder, est-ce que c'est le donneur d'ouvrage qui détermine l'horaire du travailleur? Est-ce que c'est le donneur d'ouvrage qui lui dit quel travail effectuer, comment l'effectuer? Plus le donneur d'ouvrage a du contrôle sur le travail de son travailleur, plus le lien est fort, puis plus on va tendre vers l'employé plutôt que le travailleur autonome. On va regarder, est-ce que le travailleur a une possibilité de profit, un risque de perte? Comme salarié, on fait nos heures, on est payé un taux horaire fois le nombre d'heures qu'on aura fait. Puis si on s'enferme dans les fleurs du tapis ou si on se trompe dans un dossier puis qu'on passe trop d'heures, normalement, comme salarié, on n'assumera pas nécessairement de perte. Le travailleur autonome, lui, va assumer des pertes si, bien, dans un contrat, il y a trop de matériaux qui est utilisé, trop de temps qui est passé, par exemple.
La propriété des outils, est-ce que le travailleur fournit lui-même ses outils ou c'est le donneur d'ouvrage qui fournit les outils? L'intégration des travaux effectués, est-ce que le travailleur fait partie d'une équipe, puis que si le travailleur n'est pas là, ben, l'équipe, il lui en manque un bout, ou bien si le travailleur est engagé pour faire une tâche précise, puis quand il aura fini cette tâche-là, ben, on n'a plus besoin de lui. Ça distingue un travailleur autonome ou un employé. Puis, ben, le résultat spécifique, donc, est-ce qu'on est engagé pour un nombre d'heures ou est-ce qu'on est engagé pour effectuer une tâche, puis quand cette tâche-là sera terminée? Donc, c'est les critères qu'on regarde pour déterminer est-ce qu'on est un employé ou un travailleur autonome. Puis cette distinction-là, elle est autant importante pour le travailleur que pour le donneur d'ouvrage. Donc, c'est le premier élément qu'on voulait voir avec vous, qu'on voulait faire ressortir là, au niveau de la fiscalité des petites moyennes entreprises. Maintenant, on va continuer la présentation par le traitement de l'exploitation d'une entreprise par le biais d'une société par action. Vous avez peut-être eu, vous aurez peut-être ou vous avez peut-être des questions au sujet de l'exploitation d'une entreprise par le biais de l'enregistrement, donc à notre niveau personnel, versus le fait de transférer notre entreprise dans une société par action. On va parler de comment s'est imposée une société par action, puis ça devrait nous guider à ce niveau-là. Premier élément qu'il faut bien comprendre, c'est que la société par action, elle n'est pas imposée de la même façon qu'un particulier. Sur l'acétate, vous avez les taux d'imposition qui s'appliquent en 2023 à un particulier. Le particulier, on est imposé chacun à des taux progressifs. Donc, plus notre revenu augmente, plus le taux d'imposition qui va s'appliquer sur le prochain dollar gagné va être élevé. Donc, voyez-vous, en 2023, là, quand le revenu imposable d'un particulier va dépasser 235 674, bien, le prochain dollar gagné va être imposé à 53,31 au niveau particulier. C'est le taux le plus élevé qu'on peut payer au niveau d'un particulier. Mais graduellement, on va être passé par une tranche de 27, 32, 41, 47 d'imposition. Puis, bien, plus notre revenu est élevé, plus le prochain dollar gagné sera imposé à un taux élevé. La société, elle, oui. Pardonne-moi de Pas de t'interrompre. problème, c'est parfait. C'est juste parce que c'était très intéressant. Avant de passer à autre chose, Oui. il y a des gens qui sont à la fois des particuliers et travailleurs autonomes. Oui. Ils peuvent avoir effectivement leur entreprise à titre de travailleur autonome, mais également être un employé. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, il faut diviser certaines dépenses selon le temps qui est réparti dans chacun des rôles ou des emplois? C'est une excellente question, puis je vous dirais que oui. Si on a à la fois notre entreprise exploitée au niveau personnel, puis on est aussi un employé, ben, les dépenses qu'on va engager pour notre entreprise, on va pouvoir les déduire à l'encontre de notre revenu d'entreprise. Mais les dépenses qu'on va engager pour notre emploi ne seront pas déductibles à l'encontre de notre revenu d'entreprise. Quand on est dans la situation où on a deux chapeaux, il faut vraiment distinguer les dépenses que l'on engage. Est-ce qu'on les engage pour notre entreprise ou pour notre emploi? Au niveau de l'emploi, on va être limité dans les dépenses qu'on va pouvoir déduire. Au niveau de l'entreprise, on va pouvoir déduire beaucoup plus de dépenses. C'est vraiment une excellente question. On ne peut pas mettre toutes les dépenses ensemble. Il faut vraiment les séparer selon notre chapeau qu'on portait au moment où on a engagé la dépense, puis pourquoi la dépense, elle a été engagée. Est-ce que ça répondait bien à la question? Parfait. Donc, la société, comme on le disait, elle n'est pas du tout imposée de la même façon qu'un particulier. Le particulier, on est imposé à taux progressif, puis parmi toutes les personnes présentes aujourd'hui, on n'est pas imposé tous au même taux. Ça dépend de notre revenu imposable. La société, elle, de son côté, grosso modo, les deux colonnes de gauche, la colonne du milieu puis la colonne de gauche là, sur l'acétate, ce sont les taux d'imposition qui vont s'appliquer à une société qui est active. Une société qui est active, c'est une société qui rend des services, une société manufacturière, une société, un détaillant, un détaillant là, qui va acheter et revendre des biens. Donc, une société qui est active, on a une activité qui est effectuée dans cette entreprise-là. Une société qui est passive au niveau de l'impôt, c'est une société qui génère du revenu de placement. On place nos sous, on attend, puis ces placements-là vont générer des revenus de placement. Donc, les deux colonnes qui nous intéressent, c'est la colonne de gauche puis la colonne du milieu dans l'acétate. Voyez-vous que sur le premier 500 000 de revenus gagnés activement par une société, le taux d'imposition qui va s'appliquer va varier entre 12,2 et 20,5 C'est tout.
On n'a pas de tranche à passer, on n'a pas de taux progressif. Sur notre premier 500 000 le taux qui va s'appliquer à nous, c'est entre 12,2 et 20,5 Si on dépasse 500 000 de revenus imposables, revenus moins dépenses, là, le taux qui va s'appliquer sur l'excédent du 500 000 ça va être 26,5 dans une société par action. C'est tout. Fait que voyez-vous, c'est là l'avantage de s'incorporer. Quand on dit, bon, moi, mes revenus là, au niveau personnel sont trop importants, je n'ai pas besoin de toutes les liquidités générées par mon entreprise. Voyez-vous que si on est imposé entre 12,2 et 20,5 dans notre société, mais qu'au niveau personnel, on aurait été imposé à 47 sur ces revenus-là, puis qu'on a la possibilité de laisser ces revenus-là dans la société, c'est là l'avantage de s'incorporer et de choisir le moment auquel on se sortira les liquidités de cette société-là. L'imposition au niveau d'une société, elle est très, très différente de l'imposition au niveau du particulier. La colonne de droite, c'est la colonne qui va s'appliquer aux sociétés qui sont passives, aux sociétés de placement. Ce n'est pas nécessairement notre sujet d'aujourd'hui, mais sur des placements, une société s'impose à 50,17 Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les taux entre 12,2 et 26,5 c'est les taux d'imposition qui s'appliquent à une société par action. Oui. Ça semble être très actif dans le chat, ce que tu apportes comme point, un concept qui amène des réactions. On se pose la question au niveau, puis peut-être que Alice pourra préciser sa pensée si je le partage pas nécessairement très bien. Elle est marquée au niveau du revenu actif. Est-ce que ça égale le revenu CA moins les dépenses? Oui, tout à fait. Le revenu actif, c'est le revenu qu'on gagne activement dans l'entreprise, mais c'est le revenu imposable. Donc, c'est toujours le chiffre d'affaires moins les dépenses qui nous donnent notre revenu imposable au niveau fiscal. Tout à fait. Fait que dans le fond, le 500 000 là, c'est le revenu imposable. C'est un excellent point parce qu'il y a une grosse différence entre le chiffre d'affaires à 500 000 ou le revenu imposable après dépenses à 500 000 C'est une très bonne question. Nous en avons également une autre d'Héloïse qui dit qu'est-ce qui détermine combien on va être imposé entre 12,2 et 20,5 C'est une excellente question, ça aussi. Le 12,2 là, depuis quelques années, je vous dirais depuis 2017-2018, le 12,2 il est possible au Québec quand on va avoir au moins 5 500 heures rémunérées dans l'année. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il faut avoir 2,6 employés à peu près à temps plein dans l'année pour lesquels on va avoir rémunéré 5 500 heures. Puis si on a notre 2,6 employés ou notre 5 500 heures rémunérées, on va avoir droit au petit taux à 12,2 Si on est un employé ou deux employés puis qu'on n'a pas 5 500 heures rémunérées dans l'année, à ce moment-là, le taux qui va s'appliquer à nous, ça va être 20,5 Fait que c'est un nouveau critère depuis quelques années, mais c'est un critère d'heures rémunérées qui fait en sorte, qui fait la différence à savoir si on a droit au petit taux de 12,2 ou non. Excellent, merci beaucoup. Parfait. Il y a une question qu'on pourra voir par la suite. Parfait, super. On va discuter maintenant de quelques dépenses particulières qui peuvent s'appliquer à une société par action. Ces dépenses-là, ce sont des dépenses qui peuvent être limitées. Donc, on veut juste repasser rapidement ces dépenses-là avec vous. Vous savez, au niveau des frais de représentation, au niveau fiscal, c'est tout ce qui est consommable. La boisson, les aliments, les divertissements. On offre des fleurs, c'est consommable. Ces fleurs-là vont faner. Tout ce qui est consommable, on est limité à 50 de la dépense déductible. Donc, si j'engage, moi, des frais de restaurant dans l'année pour 1 000 au niveau fiscal, il y a 500 que je vais pouvoir déduire seulement. Sauf pour 6 événements dans l'année où vous inviteriez tous vos employés. Donc, par exemple, une fête de Noël, une fête d'été, où vous invitez tous vos employés au restaurant, par exemple, là, à ce moment-là, 100 de la facture serait déductible. Mais c'est important de bien tenir compte dans notre revenu imposable du fait que restaurant, boisson, on offre des certificats cadeaux à la SAQ, c'est déductible à 50 seulement. On ne prendra pas la totalité de la dépense. Frais de véhicule à moteur. Frais de véhicule à moteur, il faut savoir que si votre société détient un véhicule à moteur ou loue un véhicule à moteur, on va être limité dans les dépenses qu'on va pouvoir déduire au niveau du coût du véhicule. Le coût du véhicule, c'est un coût qui est amortissable, qu'on appelle. Un coût amortissable, notre véhicule, il va nous durer sur plusieurs années. Ce véhicule-là qui dure sur plusieurs années, on va déduire son coût graduellement au fil du temps, petit peu par petit peu à chaque année.
Ce qu'il faut savoir, c'est que si le coût de notre véhicule dépasse 36 000 pour un véhicule qui est à essence ou 61 000 pour un véhicule qui est électrique, ben, on va être limité à 36 000 ou à 61 000 de coûts qu'on va pouvoir déduire au fil du temps. C'est la même chose si on dit ben, plutôt que l'acheter mon véhicule, alors je vais le louer. Ben, les frais de location d'un véhicule, on va être limité à 950 par mois. Ça, ce sont les nouvelles limites qui s'appliquent là, à partir de l'année 2023. Si on finance le véhicule, l'acquisition du véhicule, puis qu'on a des intérêts sur ce financement-là, on est limité à 300 d'intérêt par mois. Les dépenses de véhicule, évidemment, si on utilise le véhicule à des fins d'affaires et à des fins personnelles, rappelons-nous qu'il faut tenir un registre de kilométrage pour déterminer quel est le pourcentage d'utilisation à des fins d'affaires versus à des fins personnelles. Prime d'assurance vie, c'est un élément qui est presque jamais déductible. Ça, si vous vous dites, ben, je vais transférer ma police d'assurance vie à ma société, la police d'assurance vie, les primes que la société va assumer, ce ne sera jamais déductible au niveau fiscal, à moins que cette police d'assurance vie-là, elle soit exigée pour un financement, puis elle soit exigée par le donneur de financement là, pour pallier au fait que si vous arrivait quelque chose, le financement est remboursé. C'est les seuls moments où on va pouvoir déduire des primes d'assurance vie. Déduction pour amortissement, on en a parlé un petit peu avec le véhicule. Déduction pour amortissement, quand on achète un bien dont la durée de vie est de plus de 12 mois, bien, normalement, on ne pourrait pas passer la totalité du coût du bien en dépenses dans l'année où on l'achète. Il faut répartir ce coût-là petit peu par petit peu à chaque année. La déduction pour amortissement, de la façon que ça fonctionne, c'est que normalement, on regroupe nos biens par catégories semblables. Puis, dans la loi de l'impôt, on a des catégories qui ont été définies. Puis, ces catégories-là nous disent bien, à quel pourcentage on va passer le coût du bien en dépenses, puis de quelle façon on va passer cette dépense-là. J'ai mis sur l'acétate les principales catégories de dépenses d'amortissement qu'on utilise. Par exemple, si on regarde pour un immeuble résidentiel, bien, cet immeuble résidentiel-là va aller dans la catégorie 1 que vous avez sur l'acétate. Puis, ça veut dire que petit peu par petit peu, on va passer 4 de son coût en dépenses à chaque année. L'immeuble a une durée de vie sur plus longtemps, donc c'est normal que notre taux de passation en dépenses soit plus petit. Je mets un petit bémol par rapport à cet acte-ci parce qu'on est dans une période spéciale au niveau de la déduction pour amortissement. Pour les biens acquis entre le 18 avril 2021 et avant le 1er janvier 2024, on est dans une période où ce qu'on achète, on le passe en dépenses dans l'année où on l'achète. On ne se casse plus la tête à dire, bon, ben j'amortis petit peu par petit peu. J'achète une voiture, je la passe en dépenses dans l'année où je l'achète. J'achète un bureau, je le passe en dépenses dans l'année où je l'achète. J'achète un ordinateur, c'est la même chose. Fait qu'on est vraiment dans une période spéciale à ce niveau-là. Puis je vous dirais que si vous avez des investissements à faire, bien, c'est une bonne idée d'y penser peut-être avant le 31 décembre 2023, toujours dans la mesure où c'est possible de le faire avant le 31 décembre 2023, mais ça serait une bonne idée. Les seuls éléments qui n'entrent pas dans cette règle temporaire-là, c'est les immeubles. Les immeubles, ça a une durée de vie trop longue, on ne les passe pas en dépenses dans l'année où on les achète. C'est la même chose pour une liste de clients, une marque de commerce. Ça aussi, ça a une durée de vie trop longue, on ne les passe pas en dépenses dans l'année où on les achète. Mais ça, c'est une règle spéciale entre le 18 avril 2021 et le 31 décembre 2023. Merci, Mylène. Ça a soulevé deux questions différentes. Une d'Alice qui mentionnait le véhicule doit-il être immatriculé entreprise? Le type d'immatriculation du véhicule ne change rien. Ça ne change rien, c'est-à-dire que c'est sûr que si on se fait vérifier par Revenu Canada, Revenu Québec, ben, si notre véhicule il est plaqué, immatriculé entreprise, ce sera plus facile de justifier qu'on l'utilisait à des fins d'affaires. Tu sais, si on l'a plaqué au niveau personnel, puis que là, on a à débattre qu'on l'utilise à 90 à des fins d'affaires, ben, aidons-nous, puis immatriculons-le au niveau commercial. Mais je vous dirais que ce n'est pas un élément qui va être pris en compte, puis qu'on va être automatiquement coupé là, si le véhicule est immatriculé au niveau personnel. Mais c'est un élément qu'on pourrait planifier si on change de véhicule, de le plaquer au niveau commercial si on prévoit l'utiliser à des fins d'affaires. Excellent. Puis, une seconde question, si je la comprends bien, il y avait Fleur et Bonheur qui demandait est-ce que les dépenses sont les mêmes si qu'on soit enregistré ou non?
Oui, au niveau de l'exploitation d'entreprise, là, les dépenses sont les mêmes. Dans le fond, c'est le même principe au niveau de la société qu'au niveau de l'entreprise enregistrée. On se pose la question, est-ce que ma dépense, je l'ai engagée pour gagner du revenu? Si oui, je peux la déduire avec les mêmes limites qu'on a vues précédemment. Donc, frais de représentation, 50 frais de véhicule, on est limité aussi. Amortissement, ça s'applique de la même façon. Puis, au niveau enregistré, au niveau personnel, on a les mêmes règles temporaires pour les biens achetés entre le 18 avril. Bien, au niveau personnel, c'est pour les biens achetés entre le 1er janvier 2022 puis le 31 décembre 2024 qu'on va pouvoir passer le coût des biens achetés en dépenses dans l'année où on l'achète. Exactement. Merci. Parfait. Donc, voilà pour la déduction pour amortissement. Ensuite de ça, si on exploite notre société par le biais si on exploite notre entreprise par le biais d'une société par action, vous savez que l'argent qu'on va prendre dans notre société, parce que là, nous, on continue à travailler, puis il faut recevoir une rémunération pour le travail qu'on fait pour notre société. Les sous qu'on va prendre dans notre société pour se rémunérer, bien, ça va être une rémunération sur laquelle on va devoir s'imposer. Puis là, ben, on va avoir deux choix. On va avoir le choix que cette rémunération-là soit un salaire ou que cette rémunération-là soit un dividende. Puis ça, c'est toujours un enjeu pour les entrepreneurs. Est-ce que je me verse un salaire ou est-ce que je me verse un dividende? On va voir ensemble la différence entre les deux. Il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend vraiment de la situation de chacun. Mais en voyant les différences entre les deux, ça peut vous guider dans le meilleur type de rémunération qui s'applique à vous. Ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est que bien, sur le salaire, on va cotiser au régime des rentes du Québec, au régime québécois d'assurance parentale. On va cotiser aux régimes sociaux sur le salaire, ce qu'on ne fera pas sur un dividende reçu. Un dividende reçu, on cotise à aucun régime, on ne cotise pas au RRQ, on ne cotise pas au RQAP non plus. C'est sûr que si on prévoit un congé parental dans le futur, bien, peut-être que l'idée du salaire serait intéressante pour recevoir des prestations du RQAP. Au niveau des droits de cotisation REER, un salaire qu'on gagne dans une année nous permet de gagner des droits de cotisation REER pour l'année suivante. Le dividende ne nous permet pas de gagner des droits de cotisation REER. Fait que si toute notre vie, c'est juste du dividende qu'on reçoit, on ne pourra jamais cotiser à nos REER. Le salaire, c'est une dépense déductible pour la société. Fait que dans le fond, si la société elle vous verse 50 000 de salaire, bien, la société elle va avoir un revenu imposable de 50 000 moins élevé. Fait que dans le fond, la société ne paiera pas d'impôt sur le salaire, c'est le particulier qui va payer l'impôt sur le salaire. Le dividende, ce n'est pas une dépense qui est déductible pour la société. Le dividende, à l'inverse, au niveau particulier, quand on va recevoir un dividende plutôt qu'un salaire, bien, le dividende va être moins imposé pour le particulier qui le reçoit que le salaire. Je mets toujours la notion de frais de garde parce qu'au niveau des frais de garde, si vous avez des jeunes enfants, puis vous avez engagé des frais de garde, vous savez, au fédéral, vous pouvez les déduire, ces frais de garde-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes un entrepreneur, vous avez votre société par action, vous avez engagé des frais de garde, puis ces frais de garde-là, vous êtes le plus petit revenu net du couple. Si vous êtes le plus petit revenu de votre couple, puis que vous avez des frais de garde à déduire, au niveau du fédéral, il faut que vous receviez un salaire et non un dividende. Si vous avez juste un dividende, vous n'êtes pas considéré comme actif, puis vous ne pourriez pas déduire vos frais de garde. Fait que ça, c'est un élément de planification majeur parce que des fois, les frais de garde, ça peut aller vite. Hein? Les journées là, à la garderie là, à 50 ou 60 par jour, ça va vite, ça fait une bonne déduction en bout de ligne. Au niveau administratif, le dividende est beaucoup plus simple que le salaire. Au niveau administratif, le dividende, on n'a aucune retenue salariale à faire. On se prend les sous dans la société, puis en fin d'année, on s'imposera dessus. Le salaire, si on décide de se le verser, bien, à chaque versement, on va retenir le RRQ, le RQAP, tous ces éléments-là par rapport au salaire, puis on va devoir faire des remises mensuelles, trimestrielles par rapport aux cotisations sociales. Évidemment, si c'est un dividende qu'on reçoit, il va falloir prévoir qu'en fin d'année, il n'y aura eu aucun impôt retenu dessus. Hein? Fait que quand on va faire nos déclarations d'impôt personnel de notre côté, bien, on va avoir un montant d'impôt à payer versus le salaire. Le salaire, bien, l'impôt va être retenu tout au long de l'année. Si c'est notre seul revenu, normalement, on ne devrait pas avoir de solde à payer en fin d'année. Là, par rapport à tout ça, vous me direz, bon, mais le salaire me semble beaucoup plus avantageux. Pourquoi je me verserais un dividende? Bien, ce n'est pas nécessairement le cas pour tous. Quelqu'un qui aurait des actifs qu'il détient déjà pour la retraite, puis pour qui la cotisation REER n'est pas intéressante ou qui n'est pas intéressé à faire une cotisation REER, bien, le salaire n'est pas utile pour gagner des droits REER. Quelqu'un qui n'envisage pas un congé parental, quelqu'un pour qui le RRQ, ça n'a pas de valeur, quelqu'un qui
a justement ses actifs pour la retraite, bien, pourrait décider de se verser un dividende plutôt qu'un salaire. Rappelons-nous que le dividende est moins imposé au niveau de la personne qui le reçoit que le salaire. Fait que c'est les différences entre les deux types de rémunération qui vont s'appliquer quand on va exploiter notre entreprise par le biais d'une société par action. Oui, Mylène, ici, pour peut-être s'assurer la compréhension de tous, quand Oui. on parle de société par action, on n'inclut pas là-dedans les travailleurs autonomes. Ça se trouve être deux éléments différents? Exactement. Le travailleur autonome exploite son entreprise de façon personnelle. La société par action, c'est une personne distincte, un patrimoine distinct, concret, dont on est propriétaire, mais c'est la société par action après qui gagne les revenus, qui engage les dépenses. Puis, ben, puisque c'est un patrimoine distinct, dès qu'on prend de l'argent dans la société par action, ça représente une rémunération pour nous, puis on doit s'imposer au niveau personnel. Fait que c'est pour ça que la société par action, elle est vraiment imposée de façon distincte là, du particulier à des taux totalement différents. Puis c'est là l'avantage quand on peut laisser des sous dans la société par action imposés à 12,2, 20,5 ou 26,5 d'impôts plutôt que les avoir au niveau personnel, ces revenus-là, à 42, 47 d'impôts. C'est l'avantage de se créer une société par action. Fait que si je comprends bien, dans le cas de quelqu'un qui serait solopreneur, dividende versus salaire, quelle serait la différence? Ou qu'est-ce que ça change? Pour quelqu'un qui n'exploite pas son entreprise par le biais d'une société par action, par exemple? Oui, Pour c'est ça. quelqu'un qui exploite pas son entreprise par le biais d'une société par action, donc pour quelqu'un qui exploite son entreprise au niveau personnel, qui n'a pas créé la deuxième personne qui est la société par action, bien, cette personne-là, elle n'a pas à se questionner au niveau salaire, dividende. Cette personne-là, elle s'impose sur son revenu d'entreprise calculé à chaque année. Puis elle n'a pas le choix. Elle ne peut pas dire, ben, je vais m'imposer juste sur la moitié du revenu. Son revenu d'entreprise, elle s'impose dessus à chaque année. Puis c'est là que quand on voit que notre revenu d'entreprise sur lequel on s'impose à chaque année au niveau personnel est de plus en plus élevé, puis qu'on paye beaucoup d'impôts, puis qu'on n'a pas besoin de toutes les liquidités, bien, c'est là que la possibilité de créer une société par action devient intéressante pour l'entrepreneur qui exploite son entreprise au niveau personnel. C'est vraiment des belles précisions. Merci beaucoup, Mylène. Parfait, merci. Donc, voilà pour l'exploitation d'une entreprise par le biais d'une société par action. Finalement, on va conclure par certains éléments administratifs de l'exploitation d'une entreprise. Premier élément majeur, c'est au niveau des taxes à la consommation. La TPS TVQ, hein, ça nous donne certains maux de tête quand on est un entrepreneur parce que ben, ça nous occasionne des remises de taxes à produire de façon mensuelle, trimestrielle, annuelle. Souvent, on se pose la question, ben, est-ce que c'est taxable mon service? Est-ce que ce ne l'est pas? On va voir ensemble les gros concepts parce que les taxes à la consommation, c'est complexe. Mais rappelons-nous qu'au Québec, dès qu'on effectue une fourniture taxable, on est tenu de s'inscrire à la TPS TVQ, de facturer la TPS TVQ à nos clients, puis de la remettre, cette TPS TVQ-là, à Revenu Québec qui gère à la fois la TPS et la TVQ. Au Québec, on ne sera pas tenu de s'inscrire à la TPS TVQ si on a des fournitures taxables, mais qu'on est considéré comme un petit fournisseur. Un petit fournisseur au Québec, c'est avoir des fournitures taxables de moins de 30 000 dans le mois et dans les 4 derniers trimestres. Il faut toujours faire le test du 30 000 en regardant nos 4 derniers trimestres. Est-ce que j'ai dépassé 30 000 de fournitures dans mes 4 derniers trimestres? Si oui, je ne suis plus un petit fournisseur et je dois m'inscrire aux taxes et je dois les facturer, ces taxes-là, à mes clients. Évidemment, le fait de s'inscrire à la TPS TVQ, ce n'est pas nécessairement une catastrophe. Hein? On a tendance à se dire, oh mon Dieu, je ne veux pas m'inscrire à la TPS TVQ. Mais la TPS TVQ, vous la facturez au client, puis vous êtes juste la courroie de transmission entre le client puis votre entreprise avec Revenu Québec. Le fait d'être inscrit à la TPS TVQ, bien, ça fait en sorte qu'on facture la TPS TVQ à nos clients, mais ça fait en sorte qu'on peut récupérer la TPS TVQ payée sur nos dépenses, par contre. Hein? Donc, si j'achète des matériaux, si je paie des sous-traitants qui me facturent la TPS TVQ, à partir du moment où je suis inscrite à la TPS TVQ, je vais pouvoir récupérer les taxes payées. Fait que voyez-vous que ça peut devenir un élément qui est intéressant de s'inscrire à la TPS TVQ. Évidemment, taxes à récupérer, on va être limité aux mêmes
dépenses qu'on a vues qui étaient limitées au niveau de la société par action, hein. Tantôt, on a parlé des frais de représentation. On peut déduire juste la moitié de nos frais de représentation. Bien, les taxes qu'on va réclamer sur des factures de restaurant, on va pouvoir réclamer juste la moitié des taxes sur ces factures de restaurant-là. C'est la même chose si j'achète un véhicule à 42 000 bien, on l'a vu tantôt, le coût de mon véhicule, je suis limitée à 36 000 de coûts que je vais pouvoir déduire. Je vais être limitée à des taxes que je vais pouvoir réclamer sur 36 000 plutôt que 42 000 au total. Donc, on a des limitations qui s'appliquent au niveau des taxes sensiblement de la même façon qu'au niveau de l'impôt. Vous avez peut-être entendu le terme fourniture exonérée, fourniture détaxée aux fins des taxes. Fourniture exonérée, ça, c'est une fourniture qui n'est pas taxable du tout. Fourniture exonérée, là, quand on pense à ça, ce qui nous vient en tête, c'est des loyers résidentiels. Loyer résidentiel, vous savez qu'on ne paie pas de taxes de TPS TVQ sur un loyer résidentiel. C'est une fourniture qui est exonérée, donc c'est juste pas taxable. Si moi, je suis un locataire de loyer résidentiel, le revenu que je reçois n'est pas taxable, je ne peux pas réclamer les taxes sur les dépenses payées. C'est sûr que si on ne facture pas la taxe, on ne peut pas réclamer les taxes sur nos dépenses payées. Fournitures détaxées, c'est des fournitures qui sont taxables, mais au taux de zéro. Fournitures, c'est des ventes. Donc, c'est des ventes qui sont taxables, mais au taux de zéro. Fourniture détaxée, ce qu'on passe souvent, là, c'est des médicaments, des appareils médicaux, certains produits exportés. Fait que dans le fond, là, si moi, mon entreprise, c'est de vendre des médicaments, bien, les ventes de médicaments vont être taxées au taux de zéro. La différence entre une fourniture détaxée et exonérée, bien, mon client ne les paiera pas les taxes. Là. Au taux de zéro, ça donne zéro les taxes. Mais si je vends des fournitures détaxées, je vais pouvoir réclamer les taxes payées sur mes dépenses versus si je suis en situation d'une fourniture exonérée, je ne pourrai pas réclamer mes taxes sur mes dépenses. Fait que ça, c'est au niveau des taxes, les grands principes qu'il faut s'appliquer, mais retenons le principe du petit fournisseur, 30 000 dès qu'on dépasse le 30 000 dans le dernier trimestre, les 4 derniers trimestres, en fait, on est tenu de s'inscrire aux taxes. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Oui. Concernant les taxes, on a Nathalie de N-Service qui demande la méthode simplifiée pour les taxes est-elle vraiment avantageuse? La méthode simplifiée pour les taxes, c'est une méthode qu'on peut choisir puis qui fait en sorte que, bien, on va facturer les taxes à nos clients, mais on va remettre moins que le 5 puis le 9,975 qui va s'appliquer en taxes. Donc, je facture 5 de TPS à mon client, je facture 9,975 de TVQ à mon client, il me les paye, mais moi, je me reviens puis je remets des taux plus petits de taxes à Revenu Québec. Par contre, si je choisis cette méthode-là, je ne récupérerai aucune taxe sur mes dépenses payées. Les seules taxes que je vais réclamer, c'est sur des biens en immobilisation que je vais acheter. Cette méthode-là, elle peut être vraiment avantageuse, surtout pour les entreprises dans le domaine des services. Dans le domaine des services, vous savez, on engage des revenus, on reçoit des revenus, mais on n'a pas beaucoup de dépenses à engager. On a peut-être un loyer, on a peut-être des fournitures de bureau, mais quand on n'a pas beaucoup de dépenses, la méthode rapide de taxe, elle devient super avantageuse. Là. Quand on fait des simulations, des fois, on a plusieurs milliers de dollars qu'on évite de remettre en taxe en utilisant cette méthode-là. Ça vaut la peine de faire l'exercice de comparer les deux méthodes. Parfait. Autre point dont je voulais parler avec vous, c'est les acomptes provisionnels. Acomptes provisionnels, hein, vous savez, c'est Revenu Canada, Revenu Québec qui vont vous demander, quand vous avez des soldes d'impôts à payer au niveau particulier ou au niveau d'une société par action, quand on a des soldes d'impôts à payer importants en fin d'année, bien, l'année d'après, Revenu Canada, Revenu Québec nous demande de payer cet impôt-là d'avance. Fait qu'ils nous disent, bon, ben, l'impôt que vous avez payé l'année passée, là, versez-moi-le en 4 versements trimestriels. Puis en fin d'année, on regardera si vous en avez versé assez, puis on se réajustera si vous en avez versé trop ou pas assez. Les acomptes provisionnels, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous recevez un avis de Revenu Canada, Revenu Québec qui vous demande des acomptes provisionnels, ce n'est pas un choix de les faire ou non. Hein? Je sais que ce n'est pas tentant de les faire, les acomptes provisionnels. On se dit, ben, je ne sais pas à quoi mon revenu va ressembler, moi, cette année. Je ne sais pas si j'aurai autant d'impôts à payer que l'année d'avant. Mais quand on reçoit une demande d'acompte provisionnel à faire, on est tenu de les faire. Puis si on ne les fait pas, ces acomptes provisionnels-là, on va avoir des pénalités et des intérêts en fin d'année sur les acomptes provisionnels insuffisants ou non faits tout court. Donc, vraiment, les acomptes provisionnels, c'est une obligation.
Attention, la première année d'exploitation d'une entreprise, autant société par action qu'au niveau particulier, vous allez avoir des revenus moins les dépenses, vous n'aurez pas fait d'acompte provisionnel, vous allez peut-être avoir des bons montants d'impôts à payer. Hein? Il faut les prévoir, ces montants-là, qui vont exiger des liquidités là, au moment de prévoir, de produire vos déclarations fiscales en fin d'année. Certaines dates limites à respecter, bien, vous savez, on est dans un mois qui est assez important dans l'année, le mois de février. Vous savez qu'au mois de février, si on a une société puis qu'on a des travailleurs, on est peut-être en train de produire des T4, des relevés 1. On a jusqu'au 28 février pour les produire. Si on a des travailleurs autonomes qui ont travaillé pour nous, on a des T4A à produire pour ces travailleurs autonomes-là d'ici le 28 février également. Donc, le 28 février, là, c'est une grosse date de production des feuillets. Si on s'est pris des dividendes dans notre société par action, bien, notre dividende va être inclus sur un feuillet T5, un relevé 3 au Québec. Puis ça aussi, on a jusqu'au 28 février pour produire ces feuillets-là. Quand on est un particulier, si on exploite notre entreprise puis qu'on est un particulier, vous savez qu'au niveau particulier, les dates limites pour produire nos déclarations d'impôt, ça aussi, on la commence, notre saison d'impôt de particulier. Là. On a jusqu'au 30 avril pour produire nos déclarations d'impôt de particulier. Hein. Si on est un particulier qui exploite une entreprise ou si notre conjoint exploite une entreprise au niveau personnel, on a jusqu'au 15 juin pour produire nos déclarations d'impôt. Mais rappelez-vous que si vous avez jusqu'au 15 juin pour produire vos déclarations d'impôt, mais que vous avez des soldes à payer, ces soldes-là commencent à porter intérêt à partir du 30 avril. Fait que ça, pour vous éviter des surprises, là, c'est pas parce que vous avez une extension jusqu'au 15 juin pour produire vos déclarations d'impôt que les soldes à payer peuvent traîner jusqu'au 15 juin. Sinon, vous allez avoir des intérêts sur ces soldes à payer-là. Remise de taxes, bien, remise de taxes, ben, on va avoir des versements qui vont être à faire au niveau des versements et des remises, soit mensuels, trimestriels, annuels. Ces versements-là, ces fréquences de remise-là vont être en vertu du montant qu'on remet de façon moyenne pendant toute l'année précédente. Donc, il faut surveiller la fréquence des remises de taxes qu'on a à faire. Au niveau des déclarations fiscales de société, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une société par action, elle choisit sa fin d'année. Vous savez, nous, particuliers, notre fin d'année, c'est le 31 décembre, puis on a jusqu'au 30 avril pour produire nos déclarations d'impôt. La société par action, sa fin d'année, ça peut être le 28 février, le 31 mars, ça peut être n'importe quand dans l'année. Elle a 6 mois après sa fin d'année, la société par action, pour produire ses déclarations fiscales. Par contre, la société par action, elle a 2 mois après sa fin d'année pour payer ses soldes d'impôt. Sinon, des intérêts commencent à courir sur ces soldes d'impôt. Fait que ça, c'est important parce que si on attend au délai de 6 mois pour produire, c'est beau. On va éviter une pénalité pour production tardive, mais on a peut-être des intérêts qui courent sur nos soldes à payer depuis 2 mois après notre fin d'année. Remise de DAS, les retenus à la source si vous avez des employés, bien, RRQ, assurance emploi, RQAP, etc. Bien, vous savez qu'on va être soit bimensuel, mensuel, trimestriel pour les remises de retenus à la source. Puis ça aussi, notre fréquence, elle est déterminée par les montants moyens de remise qu'on fait de façon annuelle. Ça fait le tour de ce qu'on avait à voir ensemble. J'espère que ce que j'ai fait ressortir aujourd'hui avec vous, bien, c'est que la gestion d'une entreprise, la gestion d'une PME, ça doit être fait en tenant toujours compte de la fiscalité. Hein? Voyez-vous que toutes les décisions qui sont prises par des dirigeants de PME ont un impact sur la fiscalité, que ce soit d'acquérir un bien, que ce soit d'engager un travailleur. La fiscalité devrait faire partie prenante de toutes les décisions prises par l'entrepreneur. Donc, c'est bien important de comprendre la base de la fiscalité pour être capable d'ajuster nos décisions en fonction de l'impact sur l'impôt qu'aura cette décision-là qu'on a à prendre. Donc, j'espère que ça aura été utile, cette présentation-ci. Puis, si vous avez des questions, là, je demeure disponible pour y répondre sans problème. Merci. Ah, bon, oui, vas-y. Ben, en fait, je voulais juste dire un grand merci. Je pense que Joanie va être d'accord avec moi, là. J'ai rarement vu une formation qui a suscité autant de questions dans le clavardage. Je pense qu'il y a encore quelques questions en suspens, Joanie, si je ne me trompe pas, auxquelles qu'on pourrait adresser à Mylène. Oui, certainement. Puis, tu sais, sinon, c'est ça, comme j'avais proposé à certaines d'entre vous, peut-être de vous ouvrir directement le micro, vous donner le micro pour que vous puissiez poser vos questions. Entre autres, une question récente, c'est de Nadia qui disait, si on paie des honoraires professionnels pour un service quelconque, doit-on produire un T
un T4A, même si c'est une dépense qui est ponctuelle? C'est une excellente question. La nécessité de produire un T4A, c'est flou auprès de Revenu Canada présentement. Puis même dans son guide là, de production du T4A, Revenu Canada nous dit, ben, si vous auriez été censé en produire un, mais vous ne l'avez pas fait, vous n'aurez pas de pénalité pour l'instant parce que ce n'est pas clair. C'est sûr que si on paie des honoraires professionnels sur lesquels la TPS TVQ s'est appliquée, ben, Revenu Canada, Revenu Québec ont une façon de corroborer ces honoraires professionnels-là, puis on s'assure un peu qu'ils sont déclarés. Mais normalement, des honoraires professionnels, des T4A, ça devrait être produit pour tous les honoraires qu'on verse à une entreprise ou à un particulier, effectivement. Excellent. Toujours de Nadia, on a certainement on en a discuté, mais il y aura peut-être des précisions ou vu qu'on a accès à toi, Mylène, des Bien précisions sûr. que tu pourras rajouter. À quel moment il devient plus avantageux fiscalement parlant de s'incorporer? Est-ce qu'il y a un niveau de revenu net d'entreprise qui a été établi? Il n'y a pas de revenu net parce que ça dépend vraiment des besoins en liquidité de chaque personne. Dans le fond, le moment où ça va devenir avantageux de s'incorporer, c'est quand on va dire, bon, ben moi, mon entreprise, là, elle me génère assez de liquidités, puis je n'ai pas besoin de toutes les liquidités. Pour que ça vale la peine de s'incorporer, il faut qu'on laisse des liquidités dans notre société, qu'on n'ait pas besoin de toutes les prendre sous forme de dividendes ou de salaire, sinon on n'aura aucun avantage à s'incorporer. Même, on va avoir un désavantage parce que la société, elle doit produire ses déclarations d'impôts, ses états financiers, puis il y a des frais pour gérer la société. Hein? Fait qu'il faut que ça vale la peine de s'incorporer. Puis valoir la peine, bien, ça dépend vraiment du rythme de vie de chacun. Si ma société, moi, elle génère 100 000 de liquidité par année, puis moi, ben, ma vie courante là, me coûte 40 000 par année. Bien, ça va valoir la peine que je m'incorpore pour laisser le 60 000 dont je n'ai pas besoin dans ma société, imposé à 12,2 ou à 20,5 plutôt que l'avoir dans mes revenus à moi à 42 ou à 47 Mais si ma société elle génère 100 000 de liquidité par année, puis que ben, ce 100 000 $-là, j'en ai besoin parce que j'ai un gros rythme de vie puis j'ai plusieurs paiements à faire, ça ne vaudra pas du tout la peine de m'incorporer. Fait que voyez-vous qu'on peut avoir des revenus élevés, puis ça peut ne pas valoir la peine quand même de s'incorporer si on a besoin de tous ces revenus-là. Comme quoi, vraiment, la situation d'un entrepreneur, c'est beaucoup de cas par cas. Hein? Exactement. Nous avions une question également d'Anne-Françoise, puis j'aurais peut-être le goût justement qu'elle puisse la poser directement là, Oui, parfait. dans son micro. Est-ce que vous m'entendez? Oui, j'entends, oui. Je m'excuse pour le bruit ambiant, mais j'accompagne une sortie scolaire et il y a vraiment beaucoup de bruit dans le chalet. Pas de problème. Je vais essayer de faire vite. Dans le fond, j'avais une question. Les incorporés, il y a 2 actionnaires, des salaires, mais c'est par rapport aux taxes. On fait la prestation de service et on demande toujours 50% de paiement à la signature de l'entente et 50% à la fin de l'activité de mandat. C'est sûr que pour les taxes, ça peut coûter surtout qu'on n'a pas beaucoup de dépenses parce que c'est du service. Et quelqu'un m'avait parlé de faire un système de dépôt, mais au lieu d'une facture. Oui. Mais moi, j'ai l'impression de verser par en avant parce que de toute façon, les taxes, il faudrait que je les facture à la fin pareil. Et que de toute façon, je n'aurais pas nécessairement plus de dépenses pour faire du service, et que j'aurais aimé s'entendre là-dessus. Bien, vous avez raison. Vous avez raison de dire si, en bout de ligne, là, quand vous avez terminé votre contrat, vous n'avez pas plus de dépenses, bien, vous pelletez par en avant, effectivement. Là, vous remettez vos taxes plus tard. Il y a cet avantage-là. Mais effectivement, que sur un dépôt, on ne facture pas les taxes, on les facture à la fin quand on aura notre facture réelle. Fait que l'avantage, c'est vraiment de repousser à plus tard. Puis quand on a un contrat, on sait, on va engager des dépenses et tout ça. Bien, là, ça vaut la peine parce que quand on va payer nos taxes à la fin, on va pouvoir réclamer les taxes payées sur les dépenses. Mais dans votre cas, je suis d'accord à dire, si vous n'avez pas beaucoup de dépenses entre les deux, vous repoussez à plus tard tout simplement le paiement de ces taxes-là. C'est pas nos seules grosses dépenses, donc c'est le salaire. Exactement. Votre grosse dépense, c'est le salaire, ce n'est pas taxable. Effectivement, ça n'a pas d'impact du tout sur votre remise de taxes. Tout à fait. Excellent, merci beaucoup. Merci. Merci Anne-Françoise, merci Mylène de la réponse. On avait dans l'Assemblée Héloïse qui avait levé la main pour une question. Oui. Oui, bonjour, merci, c'était super intéressant.
Moi, je suis travailleur autonome, puis je commence à peine mon activité, fait que j'ai vraiment peu de visibilité sur ce qui va venir. Puis je ne sais pas si je vais faire le 30 000 ou pas au cours de l'année. Oui. Puis là, mon idée, justement, pour ne pas me faire avoir, me faire surprendre, ça aurait été de facturer directement TPS TVQ à mes Oui. clients. Mais je me demandais si finalement, à la fin de l'année, à la fin de mes 12 mois, je me rends compte que je n'ai pas fait mon 30 000. Qu'est-ce qui se passe avec ce surplus? Est-ce que c'est dans ma poche? Est-ce qu'il faut que je le garde pour l'année suivante? Est-ce que je le rends à mes clients? Qu'est-ce que je fais C'est avec une ça? excellente question. Vous pouvez choisir de vous inscrire à la TPS TVQ, même si vous n'avez pas le 30 000 de revenus taxables. Puis, l'avantage, ce serait que vous pouvez réclamer les taxes sur vos dépenses. Fait que les taxes que vous payez sur les dépenses courantes, là, vous allez les réclamer, donc vous allez avoir une dépense moins grande. À partir du moment où on est inscrit à la TPS TVQ, on peut réclamer nos taxes, mais on est tenu de remettre les taxes à Revenu Québec, Revenu Canada. Fait que même si vous ne facturez pas le 30 000 dans l'année, bien, tout au long de l'année, les taxes que vous allez avoir récupérées de vos clients, que vous allez avoir facturées à vos clients, vous allez devoir les remettre à Revenu Québec. Fait qu'à votre niveau, à vous, ça ne change absolument rien sur vos liquidités, les taxes, parce que vous les récoltez de vos clients, vous les remettez à Revenu Québec. Mais l'avantage dans votre cas, c'est que, bien, premièrement, vous seriez sûr de ne pas passer tout droit du 30 000 puis en plus, bien, vous pouvez réclamer les taxes sur les dépenses que vous engagez. Mylène? Super, merci beaucoup. Parfait, merci. J'ai envie peut-être juste de venir, Oui. et le contraire, là, je ne me souviens pas si ça a été adressé, quelqu'un qui ne serait pas inscrit aux taxes, finalement, arrive à la fin de l'année puis a facturé pour 40 000 là, est-ce qu'il y a une pénalité à ce moment-là qui va être à payer? Il pourrait y avoir une pénalité exactement. Dans le fond, ce qui se passe, c'est qu'à chaque mois, on devrait regarder est-ce que j'ai facturé 30 000 dans mon mois? Sinon, il faut que je regarde mes 4 derniers trimestres. Est-ce que j'ai facturé 30 000? Puis à partir du moment où dans le mois, on fait la vérification, puis on a facturé 30 000 dans les 4 derniers trimestres, bien, on devrait s'ajuster dans le mois qui suit cette constatation-là. On a un mois pour s'inscrire aux taxes par la suite. Ce qui arrive, c'est que si on ne s'est pas inscrit aux taxes puis qu'on aurait dû facturer les taxes, bien là, ça va être difficile d'aller chercher les taxes auprès des clients qu'on aurait dû facturer avec taxes parce qu'eux ont convenu d'un montant. Puis là, ben, c'est difficile d'aller rechercher les taxes. Ça qu'on pourrait même avoir à les assumer nous-mêmes, ces taxes-là qu'on aurait dû remettre. OK. Super. Je vois l'heure, il est 12h01. Je ne sais pas si ça faisait le tour, Joanie, dans le chat. Est-ce que l'ensemble des questions ont pas mal été répondues? Je vous dirais qu'il resterait peut-être une ou deux questions. Je ne sais pas si vous aimeriez, dans le fond, je pense à Nathalie, Service, les gens de Fleurs et Bonheur, puis la dernière question de Marie-Neige. Je ne sais pas si on pourrait peut-être clore la rencontre, puis je ne sais pas selon le temps que Mylène dispose, soit qu'on peut les adresser maintenant à enregistrement terminé ou on peut peut-être vous les faire parvenir par la suite. Mylène, Moi, je suis disponible. Oui, c'est ça. Moi, je suis disponible pour répondre aux questions sans problème. Pour ceux et celles, c'est ça que les dernières questions n'ont pas pu répondre, on pourrait justement juste clore le webinaire, puis vous pouvez demeurer puis adresser vos questions directement à Mylène. Donc, en fait, merci beaucoup. Si vous voulez rester, il n'y a pas de problème. S'il y en a qui disent, moi, je veux entendre la réponse aux questions, vous pouvez rester sans aucun problème. Sinon, bien entendu, un grand merci, Mylène, pour cette magnifique et tellement pertinente présentation. Comme je le disais d'entrée de jeu, c'est toujours un grand bonheur de travailler avec l'Ordre des CPA. Je vous invite à aller voir le site Internet de Evol parce qu'il y a d'autres formations avec l'Ordre des CPA qui sont à venir dans les prochaines semaines. Donc, voilà, un grand merci et on invite les gens qui souhaitent à rester parmi nous pour répondre aux dernières petites questions.